étrange période où chaque camp accuse l'autre, les autres, de mettre en danger la démocratie, où des gens désavoués par les urnes se cramponnent à un petit bout de pouvoir ou placent leurs affidés pour que peut-être, on ne sait jamais, en 2027. Où les électeurs se mettent à croire les vérités alternatives de gourous qui, tels Donald Trump, veulent faire croire qu'on leur a volé l'élection. Oui, ce gouvernement est une absurdité démocratique. Parce que aucun électeur, pas même ceux de LR, n'a voté pour ça. Peut-on cependant en rester à ce constat? Ce gouvernement est le résultat du jeu dangereux d'une classe politique qui a perdu tout sens patriotique et donc toute capacité à dépasser ses propres intérêts boutiquiers. Une classe politique qui entretient ses électeurs dans l'idée qu'une concession est une trahison, quand le principe même de la vie démocratique réside dans l'art d'articuler un projet cohérent avec de nécessaires concessions, dans l'art de dépasser certains clivages au nom du bien commun. Encore faut-il savoir sur quelles valeurs se fonder, au nom de quel objectif opérer ces concessions. La tripartition de l'espace politique, dans la mesure où elle interdit l'émergence d'une proposition majoritaire, fracture dangereusement la communauté nationale. D'autant qu'elle traduit, plus qu'une faible adhésion à chacun des trois blocs, un rejet de chaque bloc par les 2 tiers restants. Résumons. On a bien compris que 2 tiers des Français ne veulent pas du RN au pouvoir. Même si le succès du Front républicain est dû non pas au vote des électeurs, mais au désistement des candidats, ce qui modifie légèrement la perspective. Pour autant, les électeurs RN et ceux du bloc central, jusqu'à la social-démocratie, ne veulent pas d'une politique qui ferait la part belle au gauchisme culturel comme au communautarisme religieux et qui considérerait que les violences policières sont le principal problème de sécurité en France. Cependant, le premier message envoyé par les citoyens lors des élections européennes et législatives était, ne l'oublions pas, une demande de rupture. Les électeurs du RN et du NFP se rejoignent sur un point essentiel. Ils rejettent les politiques économiques menées depuis désormais 40 ans, qui ont abouti à détricoter les services publics, priver l'État des moyens d'investir dans les infrastructures, la recherche, les filières d'avenir, bref, dans tout ce qui permet de maintenir l'indépendance d'un pays. Or, c'est ce message, spécifiquement, qu'Emmanuel Macron a pu étouffer avec l'aide miraculeuse d'un Jean-Luc Mélenchon qui a tout fait pour cantonner son camp dans l'opposition. L'oligarchie qui impose cette politique depuis des décennies a soutenu et soutiendra toutes les options qui permettront d'éviter d'entendre ce message des urnes, quitte à enterrer des référendums ou à tordre la Constitution pour en ôter peu à peu tous les contre-pouvoirs. L'ancienne est connue. La France est devenue un archipel ingouvernable, on ne sait pas ce que veulent les gens, leurs demandes sont contradictoires. Voilà qui permet d'évacuer confortablement les messages envoyés par le suffrage universel. Ajoutons-y l'accusation de populisme. L'inquiétude face à l'immigration de masse et l'absence de politique d'intégration, populisme. La colère contre les grands groupes qui bénéficient d'exonération fiscale, populisme. La critique d'un État imposant un contrôle tatillon aux PME et aux citoyens lambda pour faire oublier son impuissance face aux trafiquants ou aux plateformes adeptes de l'optimisation fiscale, populisme. Les alertes contre une mécanique européenne qui ruine les entreprises françaises en les privant de l'avantage compétitif que constituait une électricité issue du nucléaire, populisme. La défense des forces productives, de ceux qui respectent les règles et de ceux qui se sentent appartenir à la nation, est une politique potentiellement majoritaire, parce qu'elle recoupe le projet républicain, justice sociale, émancipation et méritocratie. Il est d'ailleurs intéressant de lire un livre publié aux éditions de la Découverte et qui essaie de comprendre pourquoi le Rassemblement national capte une partie de ceux qui adhèrent à ce projet. Producteurs et parasites, l'imaginaire si désirable du Rassemblement national, de Michel Feher, analyse le positionnement du RN à l'aune de ce prisme. Défense des producteurs, de ceux qui participent à l'effort, et mise en accusation des profiteurs, qu'ils se situent en haut, les spéculateurs, ou en bas, les assistés. La thèse a ceci de pertinent qu'elle montre comment le RN peut, symboliquement, occuper une position centrale, celle de la défense des classes moyennes et du citoyen lambda. Mais
quand il dresse la généalogie de cette défense des producteurs, ou producérisme, l'auteur y englobe Proudhon et Barrès, le New Deal et le nazisme, pour soutenir qu'elle glisse inévitablement vers le racialisme excluant de l'extrême droite. Les profiteurs seraient toujours des halogènes. Petit biais du gauchiste qui ne fait pas la différence entre l'idée de communauté politique fondée sur l'appartenance à une nation et le projet culturel d'un peuple homogène sur le plan ethnique et religieux. Alors comprenons-le différemment. Nombre de citoyens attendent que soit revivifié cet idéal républicain de participation à un destin commun. Car seule la République peut éviter qu'un tel projet glisse vers le racialisme. Seule la République y inclut la défense des plus faibles et compte parmi les forces productives, les forces vives, les créateurs, les intellectuels et les chercheurs. Seule la République peut favoriser le patriotisme économique et la participation de tous à l'effort. En attendant, ces citoyens s'éparpillent selon leurs priorités et les fossés se creusent entre eux pour le plus grand profit du système en place.